Salut et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Je m'appelle Enzo Colucci et un mardi sur deux, je vais à la rencontre de personnes du quotidien pour qu'elles nous parlent d'un tournant de sa vie. Une ambiance à la cool, comme si on se prenait un verre en terrasse, pas de leçon de morale, chacun prend ce qu'il a à prendre. C'est juste des témoignages hyper authentiques sur un sujet qui nous touche toutes et tous. Alors j'espère que tu vas kiffer. Hello et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien, saison 2. Donc là, on attaque les 10 prochains invités, toujours plus fous les uns que les autres, avec aujourd'hui Arthur. Salut. Arthur Legrel. Super sympa de ta part d'avoir accepté l'invitation et d'être le premier invité de la saison 2. Aujourd'hui, Arthur, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour tout le monde ? Ouais, déjà merci Enzo d'avoir fait appel à moi, ça me touche beaucoup. Alors Arthur Legrel, j'ai 25 ans aujourd'hui. Mon parcours très rapidement, j'étais en sport-études pendant 10 ans, j'ai fait une licence de droit, ensuite j'ai intégré une école de commerce et là je bosse maintenant depuis 6 mois dans une start-up dans la santé. Ok, cool. Tu peux citer le nom ? Je ne peux pas citer le nom, c'est confidentiel. Alors on va rester confidentiel aujourd'hui. Du coup, trop cool Arthur. Est-ce qu'on peut pareil attaquer directement et est-ce que tu peux nous donner, ça c'est toujours le petit rituel, on déroge pas à la règle chez Phoenix, ta définition à toi de l'échec. Définition de l'échec, vaste question avec de multiples réponses. Je veux la tienne moi, je m'en fous des autres. Je sais, c'est bien. Du coup, il faut que je l'invente. Écoute, l'échec, en fait, il y a deux visions. La première, l'échec, je l'ai appris, la notion de l'échec, je l'ai appris très tôt avec le tennis à haut niveau, parce que tu te remets en question quand même assez souvent, parce que tu perds souvent. En tout cas, moi, je perdais souvent. Et de fait, en fait, t'es obligé de faire à chaque fois une rétrospective sur toi, ce que t'as fait, qu'est-ce qui va pas, et qu'est-ce que tu vas changer derrière. Et donc du coup je te disais avec le tennis t'apprends vachement tôt à te responsabiliser, à apprendre qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qui fonctionnera mieux la prochaine fois. Et donc du coup cette vision de l'échec j'ai été très tôt confronté. Et moi derrière en fait l'échec pour moi l'échec c'est nécessaire, c'est essentiel pour avancer derrière parce que je crois absolument pas aux gens qui réussissent tout le temps. De façon complètement linéaire et tout est parfait. C'est hyper important de savoir se prendre un mur dans les dents. Après la question derrière c'est qu'est-ce que tu vas faire pour la prochaine fois pour le sauter et qu'est-ce que tu feras de mieux. Tu vois c'est une citation de je sais plus comment il s'appelle Wawrinka qui l'a tatoué sur son avant-bras et il dit échoue une fois, échoue mieux, échoue encore. Et tu vois, et c'est hyper vrai parce que pour moi l'échec c'est essentiel dans une vie et tu as toujours du bon à en retirer. Après c'est fou de savoir le recul et les yeux pour le voir. Ok, intéressant d'avoir l'image d'un sportif encore une fois. Et toi aujourd'hui, ex-sportif, oui, ex-sportif, c'est vrai que t'as pas trop le corps d'un sportif aujourd'hui. Hein. Ouais, t'inquiète, toute la bière que tu t'enfiles. Il y en a qui va prendre une tarte. Non, mais du coup, trop cool. Aujourd'hui, t'es là pour nous parler de nous offrir un témoignage juste énorme. Donc toi. En fait, je vais te laisser juste le raconter, je pense, parce que c'est juste une histoire formidable. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as, toi, vécu et quelles ont été plutôt toutes les difficultés que toi, tu as rencontrées sur ce chemin ? Ouais. Alors, toi, t'es venu me chercher pour que je te parle un peu de voyage et d'aventure. Au cours d'une année, j'ai pris une année de césure en 2017. Et une année de césure en 2017 où je suis parti pendant 6 mois au Cambodge à Phnom Penh avec une association qui s'appelle les Missions étrangères de Paris et j'étais volontaire là-bas avec des enfants handicapés et des enfants qui vivaient dans la rue et au bout d'un mois j'ai un copain qui lui était envoyé en mission au Vietnam qui m'appelle pour me dire Arthur moi j'ai décidé que je vais rentrer en vélo. Est-ce que t'es chaud ou pas, sachant qu'auparavant on s'était déjà renseigné tous les deux si c'était possible de rentrer à moto parce que ça nous faisait un peu marrer et du coup je lui dis écoute tu me laisses 3 jours et je te donne ma réponse. Donc ça c'était à peu près fin janvier à début février où je l'ai rappelé le lendemain en disant chaud et en fait on est rentré à vélo du coup du Vietnam jusqu'à Paris en 6 mois. Donc l'année elle a été séparée en 2 parties. La première c'était de janvier à fin juin à Phnom Penh du coup au Cambodge en mission et ensuite début juillet jusqu'au 21 décembre 2017 à vélo pour revenir en France, à Paris. Et en fait, l'idée de ce projet et le pourquoi, parce que pas mal de gens nous demandaient mais pourquoi t'es rentré en vélo, pourquoi t'as pas pris l'avion. Ça c'est une question que je me suis posée au bout de 3 jours de vélo tellement j'avais mal au cul. Et en fait ça avait un vrai sens pour nous. C'était aujourd'hui avec nos études, avec la chance qu'on a de partir souvent à l'étranger et tout.
le fait de partir, moi c'est un mot que j'ai appris malheureusement un petit peu à détester. Faire de l'humanitaire, c'est un mot que j'aborde complètement. Et on a tous des copains qui sont partis un peu à droite à gauche, donc là je vais taper dans le cliché, mais aller reconstruire une école en repeignant 3 murs et en repartant en faisant un selfie avec un gamin et ne sachant même pas le nom du gamin sur la photo de profil sur Insta ou sur Facebook. Je dis pas ce que j'ai fait c'est mieux, mais c'était juste différent. Et en fait c'est juste la notion de retour derrière. Ok, t'es parti pendant 6 mois, ok tu reviens en France après, mais qu'est-ce que t'en fais, comment ça te sert et comment tu fais pour avancer derrière. Et nous en fait ça nous paraissait extrêmement violent de revenir après 6 mois qui moi m'ont complètement bouleversé en tant qu'homme aujourd'hui, et derrière de revenir à Paris, de retrouver ma famille, mes amis, et en 12 heures next step, enfin juste un vol à longue durée next step. Donc je trouvais ça hyper violent, et du coup en fait ce retour, tout du moins on le pensait quand on a commencé à le faire, c'était de rentrer, de prendre le temps de digérer et de discerner un peu tout ce qu'on avait pu vivre auparavant pendant ces 6 mois, donc moi au Cambodge, lui au Vietnam, et ensuite de prendre le temps par la route, par le vélo, en traversant les différents pays. Et en fait au bout d'une semaine on s'est dit que au lieu de rentrer step by step, ça allait être encore pire. Et le retour a été encore plus violent à l'arrivée, parce qu'on était complètement déconnectés par la manière dont on avait vécu notre voyage. Ouais, c'est ça. Le voyage à vélo, du coup, le retour, le contraste, il est encore plus important, limite que si t'avais juste pris ton avion retour depuis l'orphelinat. En fait, ouais, bien sûr. Et en fait, ça, c'est un élément qu'on n'avait pas du tout pris en compte. Après, juste nous, la façon dont on avait décidé de voyager, c'était un peu marrant. En gros, on avait essayé de vivre avec 2 € par jour. Donc c'était vraiment le strict minimum syndical pour s'acheter à bouffer correctement. Et encore, en gros, on a bouffé du pain et des gâteaux pour chien pendant 6 mois. Et en fait, c'était pour nous obliger à aller vers l'habitant, pour nous obliger à dire j'ai très très faim. Parce que moi je fais les auditeurs ne voient pas, et moi je fais 2 mètres et mon pote faisait 1,70, donc en termes de gabarit déjà on n'était pas logé à la même enseigne, et du coup de fait en termes de nourriture c'était pas pareil. Donc au bout d'une semaine moi j'ai pété un boulon parce qu'il voulait me rationner, donc c'était pas possible. Et tout ça pour revenir, quand on a faim, soif, en fait on est obligé d'aller voir les autres, et c'est comme ça qu'on provoquait la rencontre avec certains habitants de certains pays. On a élaboré plein de techniques pour se faire inviter gratos au resto. Genre quoi, vas-y. Genre quoi, c'est très simple. Déjà pour remettre dans le contexte, vous mettez deux barbus qui sentent vraiment pas bon, en short, t-shirt, cheveux longs, barbe dégueulasse, devant un pays, on va dire le Kazakhstan, Ouzbékistan, où t'as que des marmules qui font 120 kilos et qui titubent la moitié du temps. Et tu mets 2 mecs comme ça devant un kebab, ou ce qui ressemble à un kebab. Et généralement, on attendait 10 minutes avant de se faire inviter. Parce que les gens, en fait, étaient hyper pas perturbés, mais hyper étonnés de voir 2 mecs comme nous. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Enfin, on sait très bien que vous êtes étrangers, c'est écrit sur vos gueules, mais qu'est-ce que vous faites là ? Et en fait, dans ces pays-là, dans la majorité des pays qu'on a traversés, il y a vraiment une culture de l'accueil de l'étranger. Donc c'est vraiment l'assiette de l'étranger qu'on avait un peu au Moyen-Âge ici. Et viens, c'est mon hôte. C'est vraiment le sens même de l'hospitalité, et qu'on a découvert du coup grâce à ce voyage, et c'était hallucinant. Et pour des besoins primaires comme cela, il n'y avait pas de barrière de la langue là, tu cites du coup Kazakhstan, Ouzbékistan. Si, alors je vais te citer une anecdote. C'est là pour le coup on s'est rendu compte très très tôt dans le voyage qu'on allait revenir encore plus déconnecté qu'avant, que si on avait juste pris l'avion. Au bout de 3 jours on était au Vietnam. Moi je vois un petit village à côté d'une rizière. Je dis tiens, vas-y, on va y aller. Tu vois, il était 19h, 19h30, et on traverse la rizière et on arrive dans un petit village. Je pense qu'il y a 200 Vietnamiens. C'était au nord du Hue, de mémoire, donc centre à peu près du Vietnam. On arrive là-bas, t'avais toute la famille qui nous attendait, donc ils nous avaient vu de loin et qui nous attendaient, donc avec tous les petits enfants et tout. Et là on discute, ils font venir le séminariste du coin qui était le seul à plus ou moins blablater en anglais, donc il arrive avec son iPhone ou Google Trad et tout, et là il nous explique par A plus B que c'est la première fois de leur vie que tous les habitants du village voient 2 blancs. 2 blancs, tu vois. On est au Vietnam, tu vois, tu dis c'est pas un pays que personne ne connaît et autres, et du coup il nous a fait visiter le village pendant 1 heure, donc on avait 80-90 personnes qui nous suivaient pendant une demi-heure, qui nous a fait le tour du village. Ensuite on est monté sur une estrade sur la place centrale de ce même village, et là c'était on avait l'impression d'être des gros stars. C'était séance photo, dites un mot, où nous on comprenait rien, on était en turfu. Ouais. Et tu ressors de là, tu fais et du coup là, pour répondre à ta question, la barrière de la langue on l'avait un peu, mais sur les besoins primaires les gens ils captent très bien.
Tu vois, une autre fois, on a passé 10 jours dans le désert entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Enfin, l'inverse, entre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Du coup, à un moment, on arrêtait les voitures pour demander de la bouffe et de l'eau. Donc, c'est hyper marrant à faire parce qu'en fait, on s'est retrouvé avec beaucoup trop de bouffe. Ah ouais. Ouais, on avait des grosses pastèques. Les gens sont trop généreux dans ces cas-là. Les gens sont extrêmement généreux. Il y avait même une voiture qui était passée devant nous, qui s'était arrêtée en disant je suis désolé, j'ai rien. Et en fait, au retour, elle avait acheté un truc pour nous. Fabuleux ça. Donc c'est extraordinaire. Et en fait, moi, la principale question, tu vois, que je me suis posée quand je suis rentré en France, c'est demain, je vois des voyageurs comme ça, est-ce que je serais capable? En fait, moi, c'est juste la question que je me pose aussi, c'est est-ce que je serais capable de rendre tout ce qu'on m'a donné? En tout cas, pendant ce voyage. Parce que c'était extraordinaire. Et aujourd'hui, tu peux y répondre à cette question? Bah, j'espère l'être. J'ai pas été confronté à 2 connards qui viennent sonner devant ma porte en disant bonjour monsieur, on a faim, est-ce qu'on peut éclater votre frigo et repartir demain comme des voleurs? Et sachant qu'on pue la mort. Non, j'ai pas été confronté. Mais tu vois, j'avais posé la question à mes parents et ils m'ont dit très honnêtement non. En vous voyant comme ça, quand vous êtes arrivé, il faut voir aussi un petit peu l'image. On ressemblait vraiment à rien. Déjà que de base, c'est pas terrible, mais alors là, c'était encore plus compliqué. Et tu te dis, bah non, tu vois 2 étrangers qui ont l'air un peu louches, ils ont les cheveux longs, ils sentent mauvais. C'est étrange quand même, ils sont à vélo, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ont pas une tente? Pourquoi ils vont pas chez l'habitant? Enfin, pourquoi ils viennent me voir? Et juste avoir cette délicatesse, cette ouverture et cette tolérance en disant bah non, viens, pas de problème, je te fais confiance, tiens. Donc c'est magique, en fait ça te donne une perspective quand tu reviens, et c'est là du coup on arrive un petit peu à la claque du retour. C'est ça ce que j'allais te demander. Oui, parce que du coup je fais les questions et les réponses, sinon on s'emmerde. Et j'adore. Et du coup, parce que quand je suis rentré à Audencia, du coup l'école de commerce de Nantes, en janvier. Je suis arrivé le 21 décembre à Paris. D'ailleurs, tu étais là pour l'arrivée, je m'en souviens très bien. Ouais, à Notre-Dame. Ouais, exactement. Qui n'était pas dans le même état qu'aujourd'hui, malheureusement. Bah non, j'étais sur une autre planète. Parce que aussi, il faut prendre conscience de trucs, parce que tu arrives quand même avec un mois sans voir personne. Et tu vois tout le monde, tous tes copains, toute ta famille qui est sur le parvis. Il y avait, je pense, 70 personnes qui nous attendaient. On était 3, calme-toi, on était 3. Non, il y avait une foule immense. Il y a même eu un feu d'artifice qui a écrit mon nom dans le ciel de Paris. Et la patrouille de France qui est passée après. Et en fait, c'est des émotions que j'oublierai jamais. Et du coup, pour revenir, parce que là on diverge. Le retour, je suis rentré du coup le 7 janvier à Nantes, en amphi. Parce que tu fais une école de commerce, donc à la base c'était ton année de césure, tu pars pendant 1 an en fait, tu fais 6 mois d'humanitaire, 6 mois de retour à vélo, un périple de mutant, un enrichissement personnel incroyable, et là tu repars un peu, j'aurais dire à la vie, je mets bien des guillemets même si personne ne le voit, là toi tu le vois, normal, entre guillemets, enfin occidental, et donc scolaire, enfin classique quoi. Et là tu prends une grosse barre. Déjà, on a appréhendé vachement ce retour avec Nico, donc c'est le copain avec qui j'ai fait ça. Parce qu'on avait rencontré pas mal de mecs sur la route, pareil, des mecs qui étaient à vélo et qui nous disaient voilà, le retour, on l'a un peu vécu, on est reparti depuis, patati patata. Et du coup, on appréhendait pas mal. Et oui, ça a été une grande claque parce qu'il y a un tel décalage entre toi, tout ce que tu as vécu pendant 1 an, parce que 1 an, c'est quand même long. Et t'as qu'une envie quand tu rentres, c'est de partager tout ce que tu as pu vivre, même avec ta famille, avec tes plus proches amis et autres. Et en fait, ce que t'oses pas, parce que tu dis, je vais les faire chier, quoi. T'as pas envie de te lancer en mode automatique, typiquement ce que je suis en train de faire, en disant, bah non, j'ai pas envie de les brusquer. Et du coup, moi, j'attendais un petit peu qu'on vienne me chercher. Aujourd'hui, je le regrette. J'aurais dû beaucoup plus en parler. T'attendais qu'on vienne te poser des questions pour en parler. Poser des questions. Alors là, parce que t'avais peur d'être moralisateur. C'était quoi le truc? Alors non, pas forcément moralisateur, parce que justement, en fait, ce retour, c'est vraiment, c'est une phase d'humilité et de modestie qui est vraiment hyper importante, parce que c'est pas parce que toi, t'as vécu des choses extraordinaires pendant 1 an que les autres ont pas forcément avancé. Chacun a son chemin et chacun avance à son rythme, mais c'est pas pour autant qu'il faille juger les autres. C'est ça qui est hyper dur, parce que toi, t'arrives en disant, bah ouais, mais les gars, moi, j'ai failli mourir 40 fois. Là, je me retrouve avec 40 pecnos qui pensent qu'il y a une chose, c'est de sortir ce soir et de se mettre la pire. Et toi, t'es là en disant, mais les gars, moi, j'ai un peu tout vu, tout vécu, fermez-la, je suis la voie de la sagesse. Alors que pas du tout. Tu vois. Et c'est ça, en fait, c'est toute cette phase-là qui était hyper difficile à appréhender, parce que il faut absolument pas dénigrer déjà les autres, ton entourage. Et en fait, t'as une phrase très vraie que j'ai lue dans un bouquin, c'est si t'arrives pas à faire ressentir aux autres tout ce que t'as pu vivre, si t'arrives pas à partager ton voyage, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans la façon dont tu le vis aujourd'hui.
C'est-à-dire que toi, c'est trop lourd, t'as besoin d'en parler, t'y arrives pas. Et ça, moi, j'en avais pas du tout conscience. Après, tu connais l'environnement des écoles de commerce qui est pas forcément propice à la réflexion intellectuelle. Ça dépend bien sûr de certains cas, évidemment, ça dépend de chacun. Et là, du coup, c'était une vraie claque, un vrai échec. Mais encore une fois, un peu salvateur parce que tu prends encore plus de recul sur toi pour après. Parce qu'après, je suis reparti au Liban pendant 6 mois et là, du coup, j'étais si content de repartir. Mais quand tu parles là, juste, je reviens sur ça, quand tu parles d'un échec, c'était à quel point de vue en fait là tu parles d'un échec parce que t'as pas su transmettre ton voyage, parce que la claque elle a été trop dure et toi l'appréhension des autres, ça a été trop compliqué pour te remettre un peu dedans. Chier, en fait. Ouais, t'étais blasé. Bah ouais, t'as un peu ça et en fait tout le challenge en fait quand tu reviens, enfin c'est même pas quand tu reviens mais je pense que après ça dépend de leitmotiv de chacun, c'est d'arriver à faire de ton quotidien une joie. Enfin, dans chaque instant que tu vis, c'est de détecter un peu la joie et ce qui t'a rendu heureux dans ta journée. Mais que t'as pas besoin de partir à l'étranger pour vivre ça. Moi j'en ai besoin et je suis admiratif des gens qui n'ont pas besoin de faire ça. Moi je sais que j'ai besoin de me prendre un peu des grandes claques dans la tronche pour avancer. C'est pour ça que je suis parti parce que je voulais voir quelque chose de différent, je voulais faire quelque chose de différent par rapport à tout ce que j'avais pu voir de 1 dans ma famille, de 2 dans mon entourage. Et tu te dis bah non, quand je vais rentrer ça va être différent et j'étais un zombie pendant 3 mois. C'était sur quel plan tu dis que t'étais un zombie du coup, parce que t'avais plus envie de sortir. Bah ouais, t'avais plus envie de sortir, les gens t'es blasé quoi. T'es un peu blasé en disant tout ce que je fais ça m'intéresse pas. Alors qu'en soi les cours que j'avais étaient assez intéressants. Je vais pas non plus dénigrer mon école, surtout si surtout s'ils écoutent. Surtout s'ils écoutent. je ne doute pas qu'ils suivent attentivement l'évolution de mon profil LinkedIn pour leur stats. Mais c'était une période assez douloureuse parce que déjà en plus avec l'autre Tartuffe là on avait du mal à se piffrer parce que c'était trop à la fin. Ouais, en fait on s'est mis en coloc quand on est rentré à Nantes. Ah ok, ouais, donc après tout le voyage tu te mets en coloc et là ça a été c'était too much parce que nous ce qu'on a fait c'est pire qu'un coup parce que tu te lèves, tu dors, tu déjeunes avec la même personne pendant 6 mois donc t'es H24 avec la même personne. Ouais. Donc c'est pas comme si t'es marié avec ta femme parce que t'as ton taf, elle va à droite, toi tu vas à gauche et puis tu te retrouves le soir ou X pour le week-end et autres. Là c'est tous les jours avec la même personne. Donc c'est quand même hyper fort comme relation et on avait besoin d'un break à un moment donné et on l'a eu après quand on est reparti chacun de notre côté. Ok, parce qu'en fait non, t'étais en coloc, tu dis, pardon, excuse-moi, j'ai pas compris, t'étais en coloc. Je suis rentré de vélo, je me suis mis en coloc à ce moment-là. Nicolas, oui d'accord, pardon. Avec lui, ouais. Donc là ça a été un peu compliqué et en fait c'était une phrase très très simple, mais tu vois pendant 6 mois on disait pour prendre une décision on disait qu'est-ce qu'on fait, donc tu disais pas je, et tu vois quand on est rentré encore une fois à Nantes comme on était les Jean-Michel Barbu et chevelus, c'était encore Arthur et Nicolas, donc c'était encore tu vois t'avais plus de je, moi qu'est-ce que j'ai envie de faire, on était encore assimilé à Arthur et Nico, les deux qu'est-ce qu'ils font. Donc ça c'était hyper délicat à gérer. Pour revenir un peu sur cette période là, c'est en vrai c'était compliqué de partager parce que fallait prendre le temps en fait de partager avec les copains. La moindre question, moi ça m'irritait parce que au bout de 2 minutes tu savais si la personne en face de toi était vraiment intéressée par ce que tu avais fait ou pas. Ok, ça tu le ressentais, t'as les gens qui te posaient des questions par politesse et qui au bout de 2 minutes décrochaient, ils en avaient rien à foutre. Et ça encore une fois je les blâme pas parce que de temps en temps je suis pareil aussi. Oui. Mais ça c'est hyper dur parce que tu dis putain j'ai vécu un truc de dingue, j'ai qu'une envie c'est de le partager, intéresse-toi à moi. Et moi j'avais pas envie de les faire chier avec ça aussi. Donc tu vois t'as un peu un double... c'est assez compliqué et derrière en fait le fait de pouvoir repartir après au Liban ça a été vraiment un sas de décompression parce que tu te retrouves encore une fois dans un autre pays, une autre culture et autres tout seul et du coup ça te fait un sas de décompression et ça m'a permis de prendre un peu de recul par rapport aux 6 mois que j'avais vécu quand j'étais en France et comment mieux aborder la suite derrière. Ok, ça a été l'élément déclencheur plutôt donc positif derrière, c'est ça à ton retour. Ouais, c'était repartir de nouveau à l'étranger. Déjà me projeter. Et m'avoir dit bah voilà en septembre je suis à Beyrouth parce que déjà après le Liban c'est un pays qui est extraordinaire mais ouais ça a été un élément pas déclencheur mais ça m'a permis en fait de prendre conscience et de prendre du recul par rapport aux 6 mois que j'avais passé un peu en France en disant bah tu vas voir tout le monde, t'as énormément de choses à te partager, il y a tous les copains qui veulent te voir aussi et de temps en temps t'es là mais les gars j'ai juste envie de me rebarrer. Et tu t'es rapproché de qui? Parce que du coup, c'est une aventure qui est, même si t'étais 2, assez solitaire. Enfin, t'es sur ton vélo toute la journée, tu passes pas ton temps à parler, tu réfléchis énormément sur toi, sur la vie, sur plein de choses.
Là, tu rentres, tu as envie de partager et il y a une force intérieure qui t'empêche de le faire. T'as pu partager ça avec qui ? Je dirais pas force intérieure. Je dirais c'est juste un blocage en mode voilà, j'ai besoin de me bouger le fion. J'ai besoin d'extérioriser, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin qu'on me pose des questions. J'ai beaucoup de copains qui l'ont fait. En fait, il faut accepter de se laisser porter dans ces malheurs et de se dire mais c'est pas grave, ça va prendre du temps, ça prendra du temps. Mais tu l'as quand même partagé avec la famille ou avec comme des amis, parce que du coup. Ouais, alors tu vois, c'est une discussion que j'avais eue avec mes parents. Ouais. C'était bien après que je sois rentré. Et en fait, eux, j'avais trouvé ça très beau la manière dont ils me l'avaient dit, hyper humblement. Ils m'avaient dit, mais Arthur, nous, on savait pas comment te gérer aussi. Parce qu'en gros, je suis rentré le 17 décembre et le 18 décembre, on est parti en vacances pour les vacances de Noël. Et ils me disaient, voilà, on savait pas s'il fallait te poser des questions, on savait pas trop, voilà, s'il fallait laisser tout seul. On savait très bien, ça se voyait que t'étais ailleurs, mais encore une fois, pour nous, c'était hyper délicat. Et tu vois, je trouvais ça très fin, en tout cas de la part de mes parents, d'aborder la chose comme ça, parce que je me mets à leur place. Demain, j'ai un grand tartuffe qui s'amuse à faire une partie de la planète à vélo sans me donner beaucoup de nouvelles, parce que mes parents, je leur donnais des nouvelles une fois tous les mois. Ils étaient quand même très sympas à ce niveau-là. Et tu te dis, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, vraiment parce qu'évidemment, j'ai raconté le quart de la moitié de tout ce qu'on aurait, tout ce qu'on a fait, de toutes les bêtises qu'on a faites, parce qu'on aurait dû mourir 10 fois. Et en fait, tu te dis, mais ouais, comment gérer ça ? Même mes parents, tu vois, savaient pas, parce qu'il y a eu aucun exemple, même de leurs copains ou de mes frères et sœurs qui ont fait ça, donc c'est hyper délicat. Mais après, encore une fois, c'est il faut prendre conscience, tu vois. Ok, ce que t'as fait, c'est ouf, parce que voilà, t'as vécu une aventure vraiment extraordinaire. Après, il faut savoir aussi prendre un petit peu la mesure des choses et remettre aussi chaque chose à sa place. Chacun d'entre nous vit une aventure extraordinaire, mais chacun la vit pas et l'exprime pas de la même façon. Et c'est ça en fait qui est hyper dur. Et c'est ça en fait que j'ai appris à évaluer, tu vois, en repartant un peu au Liban, en disant j'étais pas sur un piédestal, mais c'était vraiment, c'est pour ça que je disais que c'était vraiment une école d'humilité et de modestie. C'est accepter que les autres aient pas forcément avancé comme toi t'as avancé, mais c'est pas pour autant que tu les aimes moins. Tu vois. C'est vraiment ça qui est hyper. Et tu vois, j'ai un souvenir lumineux avec vous. Je sais pas si tu t'en souviens. C'était en janvier, anniversaire de Constance. Et t'as été toi. Il y avait d'autres amis du lycée. On était tous ensemble dans la cuisine. Et moi, je m'en souviens très très bien. Donc ça faisait 3 semaines que j'étais rentré. Et vous m'aviez tous demandé. J'étais le seul à parler dans la cuisine. Et vous me disiez tous, mais mec, moi j'ai trop envie de me barrer aussi. Ce que t'as fait, ça me fait trop rêver. Et vous, un par un, je pense que ça faisait peut-être 6 mois, voire 1 an pour certains d'entre vous qui vous devez bosser. Et moi, ça m'avait trop touché parce que je me suis dit, putain, en fait, ce que j'ai fait, ça leur fait poser des questions. Ah on réfléchit, c'est clair. Puis on se dit, le mec, il a quand même eu les couilles de le faire, quoi, tu vois. Il est parti, comme tu dis, même si au bout de 3 jours, tu commençais à te dire, merde, j'aurais peut-être dû prendre l'avion. Mon gars, t'as tenu, tu vois, t'as fait preuve d'une ténacité et d'une persévérance de ouf, en vrai. Ouais, alors ça, je pense que le fait qu'on soit 2 et qu'on soit hyper compétiteurs l'un et l'autre, chacun à notre manière, mais c'était vraiment le concours de grande gueule. Jamais je dirais à l'autre que j'ai mal, tu vois. Okay. Ça a aidé. Ouais. Jamais je lui montrerai que. Et encore, moi je l'ai fait une fois parce que j'étais vraiment extrêmement malade. Du coup, je suis obligé de me justifier. Mais jamais. Et c'est ça en fait qui nous a poussé parce qu'on savait très bien la manière dont on fonctionnait l'un et l'autre par rapport à ça. Et lui, il le savait très bien pour moi, en disant, je sais que si je pousse, il va pousser encore. Donc c'était vraiment une vraie chance, tu vois. Et en aucun cas, en fait, à aucun moment, le fait de s'arrêter ou de prendre l'avion pour retourner directement en France s'est posé. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de chance, parce qu'on a eu des accidents, mais mineurs, on s'est rien pété. Moi, j'ai été malade une fois, mais pas grand-chose. Donc c'est pour ça je te dis qu'on a eu beaucoup de chance par rapport aux maladies, par rapport aux accidents. Parce que vu ce qu'on a fait, on aurait dû se faire renverser une 15aine de fois pire. Putain, c'est fou quand même. Et du coup, tu rentres avec un état d'esprit, encore une fois. En fait, déjà, moi, c'était la première fois que je partais voyager loin. Enfin, même voyager tout court. Après, je m'étais un petit peu baladé en Europe, mais rien de transcendant. Et en fait, en revenant, parce qu'on a traversé 15 pays. Et en fait, ce qui est trop beau, et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup j'ai adoré ce voyage, c'est que tu traverses vraiment les pays. Tu vois, c'est pas t'arrives, tu vas dans une capitale, paf, tu bouges. Non, t'as ton vélo. Donc c'est toi qui décides de la route, ok, tu passes par des petites routes de campagne, tu passes par des autoroutes, parce que ça nous arrive aussi. Et en fait, tu découvres. En fait, c'est pour ça que le moyen de transport du vélo, en fait, tu peux t'arrêter plus facilement et les habitants te voient. C'est pas comme quand t'es en caisse ou t'es en moto où tu vas plus vite.
t'as moins le temps pour t'arrêter à l'improviste. Tu vois, un mec qui dit qui te gueule dans la rue, tu prends pas ce qu'il dit, mais tu sens qu'il a envie de te voir et de se marrer un coup avec toi. Donc c'est pour ça que le vélo, en tant que tel, sur le moyen de transport, c'était vraiment chouette. Et tu laisses beaucoup place à la spontanéité du coup ouais, grâce à ça. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, t'observes vachement aussi le paysage et t'es vachement dépendant des éléments. Parce que la pluie, il flotte, t'es trempé, il neige, t'as froid, il fait chaud, t'as chaud. Donc c'est très simple, hein. Tu vois, c'est pas comme une caisse où tu peux mettre la clim où s'il flotte, t'es tranquillou dans ta caisse et t'es au sec. Moto, c'est à peu près pareil que le vélo. Et donc du coup, tu reviens avec, enfin, en tout cas, moi je suis revenu avec une ouverture, tu vois, sur déjà sur moi, parce que je suis parti avant tout pour moi, de manière très égoïste. Parce que tu vois, il y a tout le monde dit, enfin pas tout le monde dit, mais la bien-pensance entre guillemets actuelle, enfin pas actuelle, mais la bien-pensance, tu veux, de l'humanitaire ou en tout cas du volontariat, c'est partir pour je vais aider les autres, mais avant tout tu pars pour toi. Et ça, faut pas. Moi, je le nie absolument pas. Mais certes, il y avait une dimension pour moi qui était importante, qui était dirigée vers les autres. Mais aussi, je partais pour moi parce que j'en ressentais le profond besoin de m'éprouver aussi un petit peu moi-même. Et ça a été le cas. Et du coup, quand tu reviens, déjà t'as une ouverture par rapport à toi. T'as une découverte par rapport au monde, par rapport à toutes les rencontres qu'on a pu faire, qui est absolument extraordinaire. Que ce soit tous les pays qu'on a traversés, on a été accueillis, mais à chaque fois, il y a au moins une soirée mémorable qu'on a passée avec chaque habitant de chaque pays. Et tu reviens, tu dis, t'es déconnecté. Enfin, ça t'a aidé du coup pour la suite, pour toi, parce que là on parle de ça, donc tu finissais tes études. Ouais. Est-ce que ça t'a permis de trouver plus rapidement ta voie, ou de trouver du coup un secteur d'activité ou un taf qui aujourd'hui te correspond, te fait plaisir, ou tout du moins sur lequel tu te sens un peu aligné, même si c'est jamais une fin en soi, on le sait, nos générations, on va toujours bouger. Oui, non, mais ça, justement, tu vas pas dénigrer ta boîte en disant ça, hein, mais c'est juste. Non, mais absolument pas. Non, alors déjà, moi j'ai pris du temps, tu vois, j'ai fait mon stage de fin d'études dans l'ESS, donc dans une start-up sociale. Parce que c'était important pour moi d'être drivé par le sens et de te lever le matin, tu disais ok, ce que je fais c'est un vrai sens et ça a une vraie dynamique et ça me porte. Et ça a été le cas. Donc j'ai adoré mon stage de fin d'études. Et ensuite, en fait, j'ai abordé j'ai pris 5 mois de réflexion et de vacances aussi, hein, parce que ça m'emmerdait profondément de commencer à travailler, mais il fallait quand même que je le fasse. C'est important de grandir, d'avancer, de rembourser ses emprunts. Et en fait, oui, ça m'aide pour ce que je veux faire plus tard. Là, en fait, je suis dans une phase de formation. Parce que j'ai 25 ans, parce que c'est pas parce que je suis diplômé d'une école de commerce et que j'ai fait 2-3 voyages que forcément je sais tout sur tout. Et du coup là, faut que j'apprenne un métier, faut que je me forme pour après forcément me rediriger vers dans un domaine social avec beaucoup de sens, qui me porte, qui me drive et qui me ressemble. Et du coup, pour répondre à tes questions sur le taf, moi je cherchais dans l'éducation ou la santé parce que c'est des secteurs qui m'intéressent. Et aujourd'hui, je suis dans la santé et le taf que je fais, oui, j'y trouve un certain sens complètement. Trop stylé. Il faut toujours être curieux, tu vois, et ne jamais s'asseoir sur des certitudes et plutôt d'avoir des convictions plutôt que des certitudes. Parce que tu vois, c'est un grand truc que m'a appris, en tout cas je pense avoir appris, parce qu'encore une fois il faut être hyper humble par rapport à ça. Ce voyage, c'est en fait les préjugés, l'apparence, mec, on s'en fout. Enfin, mais vraiment, mais profondément. Enfin, nous, je te dis, on ressemblait à des clodos. Quand on est arrivé, tu peux témoigner, on puait la mort, on ressemblait à rien, et pourtant les gens nous accueillaient. Et là, tu te dis, mais c'est extraordinaire. Et tu vois, dans un monde où on est toujours derrière nos écrans, t'as la barrière, je sais plus, de tous les réseaux sociaux et autres, et t'es toujours en live à faire des vidéos, à textoter et tout. Et là, c'est juste un échange. Tu vois, t'enlèves toutes les interactions possibles et inimaginables qu'on a aujourd'hui avec nos écrans, et c'est juste ok, il y a une taille de vodka au milieu, mais on va se marrer quand même. Et c'est ça qui est beau, et tu vois, c'est vraiment c'est vrai, et en fait moi il y a un aspect aussi que je trouvais extraordinaire dans ce voyage, c'est que ces gens là je vais jamais les revoir, alors si je fais le voyage dans un sens inverse. T'as un mec qui fait que ça une fois tous les 10 ans, il refait le même voyage. Je trouve ça trop stylé. Je sais pas si j'arriverai à le faire un jour, je pense pas, mais je trouve ça lunaire. Et en fait, c'est ça que c'est très beau, parce que tu dis, c'est juste une fois, c'est une soirée que j'ai passée avec ces gens-là qui m'ont accueilli parce que parce que j'en avais besoin. Et demain, je repars et je les reverrai plus. Et tu vois, et là, c'est un instant qui est magique. Ouais, je pense qu'on va finir cette interview sur ce beau moment. Et on va enchaîner, t'as commencé peut-être un peu à y répondre, là on va enchaîner parce que pareil on déroge pas à la règle, même si c'est la saison 2. Toujours un peu la même question, et là c'est toujours les questions pour la mention avec le jingle. Question pour la mention. Et donc première question, Arthur, pour toi, c'est quoi les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie ? Putain, t'as appris des nouveaux mots, c'est bien ça, vertu.
Ça s'écrit comment? Alors je pense que ce serait assez prétentieux de définir 3 vertus à 25 ans pour chaque. Il n'y a pas de prétention, encore une fois, cette question, je la pose à tout le monde exprès, je leur dis Non, parce que c'est la bien sûr, saison 2. mais c'est pour tu ça vois. que je fais exprès de te tacler dessus. Ouais. Non, c'est pas des vertus, en tout cas des points qu'il faut pas oublier. Je pense que la curiosité c'est essentiel. Tu vois, être curieux de savoir ce qui se passe autour de toi, d'être curieux des autres, savoir ce qu'ils font, qu'est-ce qui les anime. Ça c'est hyper important et pas justement être focus sur moi je. Voilà, sans les autres t'avances pas de manière. Donc à partir de là, la question elle est vite répondue. Ensuite, il y a un élément essentiel, c'est qu'il faut se marrer aussi. Tu vas rire, vraiment se marrer. Ouais, le kiff. Si tu te marres pas à un moment donné, tu te fais chier. Tu vois. T'as une phrase moi que j'aime énormément. Je sais plus qui l'a dit, mais du coup on va dire que c'est moi. C'est celui qui vit sans folie est moins sage qu'il ne le croit. Et la troisième, c'est oser. Ok. L'audace. Ouais, et c'est pour ça que j'adore. J'aime beaucoup ton émission parce que ce que tu disais il y a 2 ou 3 semaines, je sais plus dans quel podcast, et au pire, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça c'est fantastique. Sharon Sofer, épisode 9 de la saison 1. Tu vois, je fais semblant dessus. Hein. Ouais, c'est ça. Surtout que là, comme on va poster cet épisode à la rentrée, ça sera plus il y a 3 semaines. Mais ouais, l'épisode 9, ouais, fantastique. Sharon, cette phrase, elle est fabuleuse. Ouais. Et au pire quoi? Ouais, et c'est très vrai. Tu vois, et au pire, c'est pas grave. Complet. T'as tenté. Ouais. Tu vois. Et donc, du coup, moi je mettrais ça, oser et se marrer et être curieux. Ok. Bah écoute, c'est cool. On valide ces réponses-là. La prochaine question, Arthur, toi qui, je sais, est un grand lecteur. Ça, c'est ce que je t'ai laissé croire. Ouais, c'est ça, parce que je sais que du coup, que s'il n'y a pas d'image, tu sais pas lire. Mais non, du coup, c'est si tu as une lecture inspirante, une lecture qui t'a fait kiffer, si tu as envie de la partager, bah voilà, c'est ton moment. Bah, j'en ai énormément puisque je lis énormément de livres. Alors moi j'en ai une, je sais pas si tu connais, c'est un écrivain qui s'appelle Joseph Kessel. Ah, ça m'étonne pas que tu connaisses pas. Déjà là j'ai déjà gagné la question. C'est un aventurier baroudeur pendant tout le XXe siècle qui a une vie absolument hallucinante et en fait qui a écrit un bouquin sur un de ses copains qui s'appelle Jean Mermoz, qui est un pilote de ligne de l'Aéropostale, donc délivré le courrier et qui a ouvert la première ligne entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et il raconte un peu sa vie. Et j'ai adoré ce bouquin, c'est un super ami qui me l'a fait découvrir. Et tu lis ce bouquin et en fait tu découvres ce que c'est le panache, l'audace. Et ces mecs-là, tu vois, t'as les Geoffrey de Saint-Exupéry, Guillaumet, Jean Mermoz. Et ces mecs-là, c'était des forains. Ouais. C'est quoi le nom, t'as dit, du livre? Jean Mermoz. Non, le nom du livre? Mermoz. Ah, Mermoz, ouais, d'accord. Mermoz de Joseph Kessel. D'accord. Et en fait, c'est vraiment l'aventure avec un grand A, le panache. C'est l'incarnation même du panache. Donc c'est trop stylé. Tu refermes le bouquin et tu te dis bon, quand est-ce que je me casse? Ouais. Ouais, bon, ça forcément t'as cette question qui vient, mais juste comment quel est mon moteur à moi, quoi. Parce que ce mec-là qui était passionné par l'aviation et eux ils avaient qu'une seule obsession, c'est arriver délivrer contre vent et marée sur tout le vent le courrier, et ils ont eu des vies extraordinaires. Et c'était juste pour il faut que j'amène le courrier à bon port. Ils passent, il leur est arrivé des histoires absolument fascinantes. Et les premières pages, parce que tu as une dédicace du coup de Joseph Kessel à Mermoz au début, sont sur l'amitié. Et ce sont 3 pages que je conseille à tout le monde de lire qui sont saisissantes. Trop stylé. Bah écoute, très chaud pour le bouquin. Ça a bien vendu. Et enfin, dernière question, Arthur. Même si tu vas pas le comprendre. Non, parce que je sais pas lire non plus. Ouais. Et dernière question, c'est quoi ton prochain objectif du coup? Toi qui as une vie assez mouvementée et aventurière, qu'est-ce que maintenant, fixé maintenant, je suis un jeune cadre dynamique dans la Startup Nation 2.0. Le prochain objectif, écoute, j'en ai pas mal. Pour l'instant, tu vois, c'est de continuer à apprendre et parce que là, forcément, j'ai un peu des fourmis dans les pattes en disant mais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fais à Paris, est-ce que j'ai pas envie de me rebarrer un peu à droite à gauche. Bah, c'est aussi d'apprendre ce quotidien-là. Tu vois, et encore une fois, ça fait un peu sens à ce que je te disais tout à l'heure sur l'humilité. C'est aussi hyper important de se lever tous les matins, d'aller à un taf où de temps en temps t'aimes pas, mais c'est pas grave, tu continues, t'avances, t'apprends. Ça peut paraître très prétentieux la façon dont je le dis, mais mais en tout cas c'est ma façon de voir les choses. Et c'est hyper important aussi, voilà, d'être confronté à un quotidien et comment tu vas rendre ce quotidien plus mémorable en te couchant le soir en disant voilà, il y a eu une étincelle dans ma journée, c'était ça, et puis j'ai hâte de voir celle de demain. Ok, mais tu mets quand même l'apprentissage au cœur de pour ton l'instant, objectif. c'est apprentissage.
pour derrière avoir j'ai des projets moi j'ai pas des projets concrets, j'ai toujours des projets un peu fumeux, mais c'est ça qui me fait marrer. Mais revenir dans le domaine du sport et pourquoi pas le lier avec l'éducation, pourquoi pas revenir il y a plein de boîtes là qui se lancent dans le social qui sont géniales, mais pour l'instant tu vois j'ai pas les compétences pour arriver en disant ok on va faire ça et ça, tu vois j'ai pas encore cette crédibilité là et je suis en train d'essayer de l'acquérir. Ok, bah écoute, trop cool. Trop bien, Arthur. Pareil, le dernier petit rituel de fin, surtout toi qui es adepte des citations, bah c'est le moment de la tienne de citation. Mais j'ai déjà dit. Ouais, mais non, c'est une que tu vas nous créer vraiment de toutes pièces. En gros, pareil, le petit rituel de fin là sur Phoenix, c'est comment est-ce que tu résumes tout ce qu'on vient de se dire là depuis la dernière demi-heure passée. T'as une phrase, faut être concis, poteau. C'est ne pas avoir peur de voir grand. Pas forcément respecter les conventions et les cadres. Mais ne pas avoir peur de foncer tête baissée dans l'inconnu et puis tu vois ce qui se passe quoi. Parfait, on va finir sur cette phrase de fin, magnifique. Merci beaucoup pour ton temps Arthur, c'était bien cool. Ouais, merci beaucoup Enzo. Merci, c'était hyper détente comme on aime, bien chill. Et puis, on se dit à très vite. À tout de suite au bar. Salut. Ouais. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère sincèrement que l'épisode t'a plu et qu'il a pu t'apporter quelque chose de positif. Hésite surtout pas à parler du podcast autour de toi parce que clairement le bouche-oreille c'est de loin notre plus grande force. Abonne-toi à la page Instagram, Phoenix Podcast, ou à la newsletter sur le site phoenixpodcast.fr pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Tu peux également me contacter très facilement sur LinkedIn à Enzo Colucci. Et enfin, si tu l'as pas déjà fait, si tu peux juste prendre 1 minute pour me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Je te dis à très vite pour encore plus de ratés et encore plus de kiff.